Allons, un enfant de 6 ans pourrait en faire autant. C'est bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Si vous le croyez vraiment, restez avec nous un petit moment. Vous connaissez l'artiste qui a peint ce tableau? Vous y êtes, c'est Picasso. Ce nom, à lui seul, résume tout un siècle d'histoire de l'art. Bonjour. Je ferai de mon mieux pour vous faire comprendre aujourd'hui que les œuvres présentées sont des chefs-d'œuvre et que Picasso, entre autres, a dû surmonter le rejet des instances officielles, les grincements de dents et les épreuves avant d'être reconnu à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous abordons le cubisme qui cherche à représenter les objets selon leur forme géométrique telles que le cube, le cône, le cylindre. L'artiste qui allait entraîner les autres à sa suite dans la grande aventure de l'art moderne se nommait Paul Cézanne. On dit que Cézanne est celui qui a apporté la plus grande révolution dans le domaine des arts visuels depuis 500 ans. À la lumière évanescente des impressionnistes, il ajoute une structure solide pour mieux rendre l'aspect permanent et universel des choses. Voyez ces plans successifs, cylindriques, cubiques. Toute la nature devient architecture et géométrie. Ici, la montagne Sainte-Victoire. Pour Cézanne, tout devient anguleux. Les murs, les personnages, le tissu, les fruits, oui, même les fruits ne sont plus ronds. Cézanne ne veut pas représenter une montagne comme une montagne, un fruit qui soit parfaitement rond. Il veut une orange qui ait une masse, un volume, un poids, un contour. Voyez ces pêches, ces cerises, elles sont de forme carrée, architecturée. Pour finir, le peintre nous présente la table vue du dessus pour que nous puissions tout voir. Gardez ce point en tête. Voyez ces traits carrés, c'est du jamais vu. Mais qui voudrait d'une peinture qui ressemble à une photo? Cézanne s'est bien sûr dessiné en maître. Il a eu une bonne formation de base. Mais il veut créer de nouveau les arbres, les montagnes, les fruits à sa manière. La réaction de la critique fut virulente. Mais ses détracteurs savaient aussi que la peinture ne serait plus jamais la même après Cézanne. Regardez ces personnages. Les traits du visage deviennent angulaires, les murs deviennent rochers et le tissu devient lourd, pesant. Né il y a 150 ans à Aix-en-Provence, Cézanne était le fils d'un banquier et pouvait se permettre de ne pas plaire à la critique, de sortir des sentiers battus, de peindre comme il le voulait. Par contre, ses manières rustres, son apparence peu soignée, ses bottes boueuses choquaient les bonnes gens de Paris quand il y venait. Mais peu lui importait, car il se savait un très grand, sinon le plus grand peintre d'Europe. Les œuvres de Cézanne devinrent plus abstraites vers la fin de sa vie. L'influence des découvertes géniales de Cézanne et des masques africains est évidente chez Pablo Picasso, le créateur du cubisme. Picasso est le génie des génies. Au cours de sa longue carrière, il a exploré tous les thèmes de A à Z avec fantaisie, avec poésie, et je dirais même avec un malin plaisir. Mais revenons un instant au mot abstrait qui se rapporte en beaux-arts à une œuvre qui ne représente pas le monde réel ou imaginaire, qui utilise la matière, la ligne et la couleur pour elle-même. Difficile à comprendre? Prenons un exemple concret. Une salade. La matière, ce sont les ingrédients. Laitue, tomates, concombres, échalotes. Préparés en salade, on les reconnaît cependant bien. Les ingrédients d'un parfait, par contre, on n'arrive pas à les distinguer. C'est très proche de l'abstraction. Un milkshake, ça, c'est de l'abstraction totale, aucun élément distinctif. Vous savez, un peintre est libre de choisir, de couper, de brasser, de déguiser, d'agir à sa guise pour atteindre son but. C'est ce qu'a fait Picasso, El Toro, fonçant dans tout ce qui l'empêchait d'arriver à l'essentiel. Picasso pouvait aussi peindre de manière traditionnelle s'il le voulait. Picasso aimait les idées de Cézanne. Il disait « Je peins les objets tels que je les perçois, que je les ressens, et non tels que je les vois. » Et c'est cela le cubisme, une représentation des objets décomposés en éléments géométriques simples sans restituer leur perspective. La peinture devient intellectuelle et sophistiquée. Picasso et ses disciples désiraient poursuivre des idées nouvelles, dépasser les frontières de l'Europe, chercher l'inspiration du côté des sculptures africaines, des vases grecs, des bijoux de l'Égypte. Rappelez-vous qu'au tournant du siècle, il y avait beaucoup de soulèvements sociaux et de découvertes. Marconi et la radio,
les frères Wright et l'aéroplane, et en Europe, Freud et la psychanalyse. Il fallait bien un art nouveau qui reflète ces idées nouvelles et ces changements. Arrivé d'Espagne à Paris au début du siècle, Picasso évoqua la vie des mendiants et des déshérités en un style tragique, sensible et nostalgique. C'est ce qu'on appelle la période bleue. Voyez comme cette femme travaille durement, mais aussi comment les personnages de Picasso deviennent anguleux. En voici un de la série des saltimbanques. La forme s'étire, devient quelque peu... Sa période classique, figures sculpturales lourdes, rondes, et d'autres encore, toujours inspirées par le cubisme. Picasso veut rendre simultanément tous les angles de l'objet peint. Il nous en donne plusieurs fois les 3 dimensions. Il montre le profil, le devant, l'arrière, dans l'espace et dans le temps, et peut-être les différentes caractéristiques de la chose ou de la personne. Mais revenons en arrière un instant. Ce Picasso et celui-ci, oh, ce n'est pas un Picasso, c'est un Braque. Ne paniquez pas, je vais vous expliquer comment on peut les différencier. Picasso était espagnol, il était feu et émotion, El Toro. Georges Braque était français, plus contrôlé, plus tranquille. Regardez sa touche, les tons et les demi-tons de bleu-gris délavé et de mousse au chocolat. Les faux bois des violons de Braque est produit à l'aide d'un peigne fin passé dans la peinture fraîche. Voici une table inclinée de Braque. Quel tableau! Quelle pizza de pepperoni et de champignons remaniée et réorganisée! Revenons au violon de Braque, un tableau d'après-guerre. Toujours un arrangement nouveau et, comme dans le jazz moderne, la ligne mélodique est cachée et ce n'est qu'en cherchant attentivement qu'on la reconnaît. Ne trouvez-vous pas qu'il est amusant d'essayer de découvrir la figure et la forme? Les scènes de café comportant du vert brillant et parfois du rouge ne sont pas de Braque ou de Picasso, mais probablement de Juan Gris. Espagnol comme Picasso, Gris est le poète du groupe. Dans sa recherche de rythme et de restructuration des éléments, il utilise la couleur pour les unifier. Voici sa table préférée, au Café Ravignan, vue comme une nature morte avec des motifs répétés et des faisceaux lumineux en forme de V. Gris camoufle et change, déplace et réarrange, comme un poète qui bouleverse la langue pour rendre son idée d'une manière unique et personnelle. Prenons un exemple. Quand Théophile Gautier écrit que la caravane humaine au Sahara s'en va traînant le pied brûlé au feu du jour, il aurait pu dire plutôt que la caravane ressentait le brûlement du soleil et du sable. Mais n'est-il pas plus poétique, pour décrire l'atmosphère désertique, de parler des feux du jour? Regardez les feux de ce ciel, peints par le cubiste Robert Delaunay, qui était tout à fait conscient qu'il avait le droit de produire à sa manière le soleil, la lune et les étoiles. Comme la caravane de Gautier qui lentement avance vers un invisible oasis, les lunes, les soleils et les arcs de cercle de Delaunay pouvaient converger vers l'architecture parisienne des années 20 dont il s'était inspiré. Delaunay, peintre lyrique, cubiste qui favorisait les formes arrondies, a cherché à libérer le cubisme des tons de brun, de bleu et de gris en les remplaçant par des tons empruntés aux vitraux, des tons bleu clair, violet, orangé et vert. Après s'être intéressé aux nouvelles machines des années 20, Delaunay les délaissa, s'intéressant plutôt à l'art décoratif où la couleur jouait un rôle fondamental. Passons à Fernand Léger. Vous pouvez le dire tout haut. Vous pensez que cela ressemble à un robot ou encore à des tubes de dentifrice striés. Léger aimait beaucoup le monde de la mécanique et de la machine, les usines. Il donne aux formes un aspect métallique et aux formes humaines l'apparence, telle que vous l'avez pensé, d'un robot. Ce tableau s'intitule « Fumée ». Ici, l'homme cheminée. Léger utilisait des combinaisons discordantes de rouge, jaune et bleu. Vous vous souvenez de l'homme en fer blanc et de l'escalier jaune? Que pensez-vous alors de ces escaliers-ci? Cette toile, nue descendant un escalier, qui représente une figure dont le mouvement est décomposé en phases partiellement superposées, fit scandale autant à New York qu'à Paris lors de sa présentation. Marcel Duchamp est l'enfant terrible du cubisme, qui a tout de même contribué à faire connaître cette école de peinture aux États-Unis.
La réaction du public? Une explosion dans une usine de Bardo. Un caricaturiste du New York Evening Sun produisit un dessin qu'il intitula « Le malappris descendant l'escalier ou l'heure de pointe dans le métro ». Mais on constate l'habileté de Duchamp pour l'analyse des mouvements répétitifs et mécaniques d'une machine humaine. Le R2-D2 de Star Wars avait là son prédécesseur. Ah, l'ultime cubiste, le néerlandais Piet Mondrian. Ici, l'influence des fauves, des impressionnistes. Mais ne décernez-vous pas l'influence de Cézanne, Picasso et Delaunay? L'arbre cubiste de Mondrian en 1912. Il se dirige de plus en plus vers l'abstraction. Il commence à segmenter l'espace de la toile, à jouer avec le trait vertical horizontal. Il utilise des lisières de papier collant, les déplaçant jusqu'à ce qu'il obtienne l'effet désiré. Voulez-vous savoir ce que je pense? Nous sommes dans les années 40 et Mondrian a peut-être survolé son pays, la Hollande. Il a vu de haut les champs de tulipes et il a essayé de reproduire cette optique à vol d'oiseau. Il a beaucoup aimé la ville de New York, le jazz et le boogie-woogie. On pourrait croire que ce tableau représente les feux de Broadway vus de 700 mètres d'altitude. New York a bien accueilli Mondrian, Paris aussi. Son influence est évidente dans l'hommage que lui a rendu Yves Saint-Laurent. Faisons une courte revue. Cézanne, le début du cubisme. Picasso, le cubisme sans fin. Braque, des bruns et des bleus. Gris, une palette différente. Delaunay, des formes circulaires. Léger, l'homme en fer blanc. Duchamp, l'escalier. Mondrian, carré et rectangle à vol d'oiseau. Et maintenant, vérifiez vos connaissances. Delaunay. Cézanne. Braque. Duchamp. Gris. Mondrian. Léger. Picasso.